voici de retour dans cette salle Marie Curie de l'EDF Lab. On est ravis de vous y accueillir pour la suite du Paris-Saclay Summit. Notre prochaine session de la journée va être consacrée à l'éducation et on va se poser la question de savoir si l'intelligence artificielle va tout chambouler dans ce domaine. Je vous propose d'écouter notre prochain invité et non des moindres. Merci d'applaudir Joseph Aoun, le président de la Northeastern University de Boston. Merci d'être avec nous, Monsieur Aoun. Et la discussion sera menée par Guillaume Gralet, je le rappelle, rédacteur en chef Tech et Sciences du Point. C'est à vous. Merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup, professeur, d'avoir fait le déplacement pour être avec nous au Paris-Saclay Summit. On est extrêmement contents. Et puis, vous allez voir, moi, je m'éclate depuis tout à l'heure parce que, professeur, vous êtes le professeur que j'aurais aimé avoir. Parce que vous jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Voilà, on va continuer. Votre vie, on va faire court parce que on va surtout parler de votre ouvrage, qui est j'allais dire presque un guide de survie dans le monde qu'on est en train de construire en ce moment, Robot Proof. Qu'est-ce qu'il faut apprendre à l'ère de l'IA alors que tout s'accélère? On est parfois un peu déboussolé. Est-ce qu'il faut apprendre à programmer, pas programmer? On a vu les sorties du créateur et patron de Nvidia dire que ça servait plus à rien d'apprendre à coder aujourd'hui, alors que je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il faut aller vers du créatif ou non? Tout ça, on va l'apprendre avec vous. On a la chance que vous parliez français. Vraiment, je voulais vous remercier pour ça. Vous avez commencé vos études en France avant de les poursuivre aux États-Unis, au MIT notamment, où vous êtes intéressé, entre autres, aux sciences cognitives avec certains professeurs assez connus comme Noam Chomsky. La première question concerne votre livre. Quelle est un peu la philosophie et pourquoi et en quoi ce livre il peut nous aider en fait à comprendre mieux le monde dans lequel on vit et ce qu'il faut apprendre tout simplement? Oui, d'abord, je voudrais m'excuser parce que je parle français, mais je ne maîtrise pas les mots techniques. Donc, vous allez m'aider, Guillaume, avec ça. On va passer ensemble. Donc, il faut essayer de comprendre quel est le projet de recherche de l'école de San Francisco, c'est-à-dire c'est OpenAI et Gemini, etc. Ils cherchent à arriver à un point qui s'appelle singularité, c'est-à-dire à un point où la machine peut aller et faire d'abord tout ce que nous, les humains, font et aller même au-delà. Et ils pensent qu'ils vont arriver à le faire d'ici 3 à 5 ans. Je n'y crois pas. Oui, on a parlé à un moment de 2029, je me rappelle, la fameuse Singularity University qui avait été présidée, il y avait comme professeur Ray Kurzweil, qui a un rôle éminent chez Google, nous expliquait effectivement que dans une grande partie des capacités humaines, la machine supplanterait l'homme à ce moment-là. Regardez, pour l'instant, et la machine, l'intelligence artificielle ne comprend pas les contextes. Tout ce qui est physique, tout ce qui est contexte. Alors que nous, humains, on comprend les contextes et aussi, d'un point de vue technique, d'un point de vue du monde de l'apprentissage, on sait très bien projeter notre connaissance d'un contexte à l'autre, que les machines n'arrivent pas à faire. Donc, lorsqu'ils disent qu'on va arriver à le faire d'ici 3 à 5 ans, je ne pense pas que c'est le cas. D'ailleurs, vous avez un collègue, professeur Lecan, Yann Lecan, qui aussi le dit. Et qui montre aussi les limitations d'un point de vue contextuel. Oui, il a totalement admis ce matin en disant effectivement les LLM, dont on parle tant, qui sont les chatbots, comme ChatGPT, comme Claude chez Anthropic, comme le chat en France. On a aussi des entreprises en France. Il explique qu'effectivement on voit beaucoup de progrès dans les logiciels, mais que les robots, ils savent quasiment rien faire. On a déjà du mal à les faire tenir sur leurs 2 jambes, mais que ce sens physique, la capacité qu'on a tous eu, je crois, dans cette salle, lorsqu'on a été bébé, enfant, à se casser la figure, à ressentir le chaud, le froid, la douleur, tout ça, quelque part, heureusement, les robots l'auront jamais. Jamais, je ne sais pas. Non. Peut-être d'ici 50 ans, d'ici 25 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, pour les 25 années à venir, je ne crois pas que ça... Donc ils vendent un peu du rêve, ils veulent aller un peu trop vite, peut-être pour lever plus d'argent d'ailleurs. Peut-être, c'est pas. Mais par exemple, du point de vue de l'enseignement supérieur, l'impact de l'intelligence artificielle est réel. Parce que la question que les gens se posent, est-ce qu'on a toujours besoin d'université? Voilà. Et donc, est-ce que l'université est obsolète? Et juste un tout petit mot quand même sur la Northeastern University, dont vous êtes le président. C'est 40 000 étudiants. Dites-moi, vous êtes présent dans 3 pays. Oui. Les États-Unis, je crois, le Canada et l'Angleterre. Oui.
Et combien de professeurs et de chercheurs? 5500. Ouais. 5500. Donc c'est une énorme oui. université. Oui, Saclay est aussi un partenaire. Vous travaillez ensemble? On travaille étroitement ensemble et ça se passe très bien. Bon, donc pour vous résumer, ça ira peut-être moins vite que ce qui est annoncé, mais ça arrive quand même. C'est-à-dire que cette IA, elle est partout, on l'aura de plus en plus. Ça peut nous permettre des gros gains de productivité, des progrès en santé, création de nouveaux matériaux, par exemple. On a vu aussi beaucoup de choses avec AlphaFold, mais cette IA, elle ne doit pas trop nous terrasser. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, professeur? Regardez, d'un point de vue de l'éducation supérieure, les universités partout au monde se sont concentrées sur 3 domaines. Le monde de la physique, le monde concret de la physique, le monde des sciences humaines et le monde des relations sociales. Et on a parlé des relations entre ces mondes. Pour la première fois, nous avons un nouveau monde qui est en train d'exister, de se lancer. Un monde qui n'est pas concret, qui est artificiel, c'est l'intelligence artificielle. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre ce monde. Comment ça fonctionne? Quelles sont les implications? Et en même temps, de voir, la deuxième chose, comment intégrer ce monde avec les autres mondes. Et regardez, les universités ne sont pas bien placées pour ça parce qu'on est basé sur les disciplines. Alors qu'actuellement, avec l'intelligence artificielle, il faut intégrer tous ces mondes. Donc, il ne suffit plus de travailler dans une discipline, il faut essayer de marier plusieurs disciplines. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose qui est plus intéressante, parce que vous avez des étudiants qui commencent dans les universités, et l'idée, c'est que l'université, c'est une étape dans la vie, ce n'est pas l'étape finale. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai essayé de dire dans ce livre que la trajectoire pour être robot-proof, pouvoir résister aux robots, quoi, c'est ça? Oui. Pour en tout cas vivre avec eux. Oui, et c'est une trajectoire qui va durer toute la vie. Et ça commence dans les universités par essayer de comprendre un peu et apprendre ce que j'ai appelé humanics. C'est-à-dire, la première chose, il faudrait comprendre comment ces machines fonctionnent. Ça, c'est ce que j'appelle la littératie de AI, de l'intelligence artificielle. Ouais. L'intelligence artificielle. Être capable de la comprendre, de l'appréhender, de se l'approprier. Oui. La deuxième, c'est évidemment de comprendre quels sont les produits de l'intelligence artificielle. Je voulais parler de littératie des données. Donc, la première, c'est littératie de l'intelligence artificielle. Deuxième, littératie des données. Et la troisième, c'est essayer de comprendre c'est ce que j'appelle la littératie humaine, ce que nous, on arrive à faire, que les machines ne savent pas encore copier et reproduire. Par exemple, je suis en train de vous regarder, Guillaume, et je vois que vous êtes quelqu'un qui sourit, qui accepte ce que je dis pour l'instant. Et donc, on a prévu de changer d'ici 5 minutes. Et en même temps, donc, de comprendre vos réactions. Aussi, on est très bon pour travailler dans des équipes. Et alors que les machines n'arrivent pas à le faire, on est très bon pour la créativité, l'entrepreneuriat, l'agilité culturelle, etc. Alors que les machines n'ont pas ça. Donc, ce que j'essaie de dire, et j'ai appelé ça humanics, c'est que tout étudiant, dans ce cheminement où l'étudiant va devenir robot-proof, doit intégrer ces 3 dimensions. Comprendre les machines, comprendre le produit de ces machines et en même temps essayer de se concentrer sur ce que nous arrivons à faire que la machine ne peut pas dupliquer. Et j'ai appelé ça humanics. Maintenant, regardez, vous allez entendre, et vous entendez déjà, donc je ne dis rien de nouveau, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'agentique de l'intelligence artificielle. Oui, tout le monde parle que de ça en ce moment. Oui. Reid Hoffman, donc le co-créateur de LinkedIn, vient de sortir un livre qui s'appelle Super Agency. Oui. Donc l'idée, pour faire très court, c'est qu'on aura des agents qui vont nous aider au quotidien, spécialisés, dont, alors c'est la promesse, j'espère que ça va rester comme ça, l'homme reste le maître.
mais plein d'assistants. Yann Lequin disait ce matin des assistants qui peuvent être, dans certains cas, plus intelligents que lui, mais dont l'homme restera le maître. Ça, c'est une approche. L'approche de Reid Hoffman, c'est une approche qui est saine. Mais il y a d'autres approches qui essaient de pousser à un remplacement des êtres humains. Moi, je suis plus avec l'approche de Reid Hoffman. Mais ça, ce n'est pas une donnée. C'est pas donné. Il faut travailler dessus. Il va falloir se battre. Voilà. C'est pas acquis. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'il faudrait constamment. Pourquoi ce n'est pas acquis une fois pour toutes? Parce que les machines sont en train d'être beaucoup plus performantes. Donc, il y a une sorte d'équilibre constant entre l'agentique artificielle et l'agentique humaine. Et c'est ça, Humanics. Humanics, c'est constamment essayer de comprendre ce que nous pouvons faire que les machines ne peuvent pas dupliquer. Et voilà, c'est ça. Mais ça, c'est le début. C'est cette articulation, quoi, le fait qu'on devrait intégrer pour pouvoir vivre avec les machines. C'est pas simplement intégrer, les comprendre, les intégrer, aller au-delà et de travailler et de s'intéresser aussi à ce que nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Et pour si l'instant, c'est nous qui choisissons. Pardon ? Pour l'instant, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons, et pour le futur aussi. Si on comprend les limites de la machine et de l'intelligence artificielle, on pourra toujours avoir des choix. Donc, du point de vue éducatif, il faut commencer par cette intégration des trois domaines que j'ai appelé Humanics. Mais ça ne suffit pas. Et pourquoi ? Parce que j'ai dit il y a quelques instants que les machines ne comprennent pas le contexte. Alors nous sommes très forts dans les contextes en tant qu'êtres humains. Non seulement on comprend un contexte, mais on sait comment transférer nos connaissances d'un contexte à l'autre. Maintenant, les universités n'ont pas intégré ça. Parce que les universités, en général, disent que ce qui importe, c'est de comprendre un peu les cours. Et donc, le début et la fin, c'est les cours. Il y a des domaines qui nous ont forcés, comme par exemple la médecine, à aller dans un domaine beaucoup plus expérientiel. Et donc, moi, ce que mon université fait, c'est que tous les étudiants dans toutes les disciplines ont cette dimension expérientielle où ils vont dans des stages de longue durée, de 6 mois, et nous sommes dans 146 pays. Et précisément, le but, c'est qu'ils comprennent un peu ce qu'eux peuvent faire, que les machines ne peuvent pas copier, en même temps voir les opportunités, et pour créer de nouveaux domaines, pour créer de nouvelles compagnies, des entreprises, etc., et aussi de comprendre un peu comment le monde fonctionne. Mais donnez-nous des exemples, professeur. Je vais vous donner un exemple. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre en Bosnie, nous avions une étudiante qui étudiait l'anglais. Elle est allée faire son stage de longue durée, ça s'appelle co-op, en Bosnie. Elle a travaillé avec une ONG. Alors, il y avait des francs-tireurs. Les francs-tireurs, ils disséminaient des informations fausses en disant que cette route est bonne, allez-y, ou bien ce pont, etc. Alors, elle a mis sur place un programme pour précisément montrer que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est un programme qu'elle a fait sur le tas. Lorsqu'on lui a demandé comment tu arrives à le faire, et la réponse était très simple. Lorsqu'on étudie l'anglais, la littérature anglaise, etc., on déconstruit un texte. Et ce que j'ai fait, j'ai déconstruit ce texte. J'ai aussi intégré l'intelligence artificielle et j'ai pu former ce programme. Donc, c'est ça ce que nous arrivons à faire d'une manière assez bonne. Je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, au Pérou, nous avions un étudiant qui avait étudié la négociation. Et grâce à cette négociation, elle a permis de mettre en place, de monter un projet pour les fermiers, pour que les fermiers commencent à travailler ensemble, mais sur un domaine tout à fait différent, qui est l'irrigation et comment utiliser
leurs instruments d'une manière commune. Donc c'est un peu ça. Et ça, c'est à un niveau très élémentaire encore. C'est des étudiants qui commencent leur parcours. Donc l'expérientiel, c'est quelque chose que nous avons, que la machine, pour l'instant, n'a pas, parce que la machine ne comprend pas les contextes. C'est extrêmement intéressant. Et ça fait partie de Humanix. Hein. Oui, tout à fait. Humanix Experiential. OK. Juste... on ouvrira bien sûr les questions parce que je pense que l'éducation, ça parle à tout le monde. Et si je vous résume, donc une approche interdisciplinaire, il faut s'intéresser à plusieurs disciplines. On garde l'expérience, l'apprentissage du contexte, on va vraiment sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui renforce peut-être notre capacité d'adaptation. Et puis, il y a peut-être aussi cette dimension auquel les universités, alors pas toutes, mais ne sont peut-être pas encore totalement toutes préparées. C'est on apprend toute sa vie, c'est ça ? Oui, regardez, il y a un phénomène aux États-Unis, il y a un phénomène en Europe, et il y a un phénomène dans les pays émergents, dans les pays avancés d'un point de vue économique. C'est qu'on devient plus âgé, sauf vous, Guillaume. Et alors, quelles sont les implications? Et les implications, c'est d'abord que, c'est évident, je suis désolé de le dire, c'est qu'il y a moins d'étudiants de l'âge de 18 à 22 ans ou 23 ans qui vont aux universités. Deuxième chose, on devient obsolète. Et si on devient obsolète, il faudrait se réinventer. Pas simplement se recycler, mais aussi se réinventer. Et je vais vous donner des exemples de ça. Et donc, les universités, jusqu'à présent, n'ont pas intégré cette réinvention et ne travaillent pas avec les gens qui ont besoin, c'est-à-dire des gens comme nous qui ont besoin de se redéfinir. Et c'est pas évident de le faire. Pourquoi? Parce que nous, en général, dans les universités, on sait ce qu'on va enseigner, mais avec des adultes qui sont des professionnels, c'est tout à fait un autre domaine. Il faudrait essayer de comprendre quels sont les besoins. Et aussi, ce n'est pas des cours qui vont marcher. C'est des petits segments qui s'appellent les certificats. Et l'idée, c'est que les gens n'ont pas le temps d'aller à l'université. L'université va aller vers eux. C'est ce qu'on essaie de faire en étant dans 3 pays. Mais je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, lorsqu'on est la Silicon Valley et on est à Seattle. Où ça, pardon? Seattle et Silicon Valley. Les entreprises de technologie, Amazon, Google, etc., Microsoft, etc., ils ont dit on n'a pas assez de gens qui sont dans l'informatique. Est-ce qu'on peut trouver un moyen d'avoir une nouvelle filière, de créer une nouvelle filière? On ne savait pas comment le faire. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler avec eux, et ça, c'était il y a 10 ans, en prenant des cadres qui avaient étudié l'histoire, l'anglais, la physique, la chimie, etc. Et eux, ils leur donnaient avec nous des projets expérientiels, et en même temps, on leur donnait des cours sur place pour qu'ils deviennent des informaticiens. Et on ne savait pas si ça allait marcher. Et ça a marché? Ça a marché d'une manière qui n'était pas prévisible. Ça a permis aux femmes d'entrer dans le système informatique, dans le monde informatique. Un peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on a vu des femmes jouer un grand rôle parce que les hommes étaient partis dans la programmation informatique. Mais alors ça, c'était très intéressant. On a vu les femmes et les minorités. Et puis, il y a des gens comme des philanthropes comme Melinda Gates qui nous ont donné beaucoup de soutien et beaucoup d'argent pour aider les universités à intégrer cette approche. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on pense dans les universités et dans la vie que notre formation pour la licence, etc., va déterminer toute notre vie, ce n'est plus le cas. On a besoin de se redéfinir, de se réinventer. Donc l'université n'est pas prête encore à aider les gens à se réinventer. C'est une opportunité énorme. Parce que d'un côté, vous avez le groupe de 18 à 22 ans qui devient de plus en plus petit,
Le nombre ne grandit pas, alors que d'un autre, la demande est énorme. Bon, bah, et voilà, c'est ça. C'est une super nouvelle. J'ai une autre question. Oui. On a parlé de l'apprentissage du code. Vous savez, donc ça fait un peu débat, c'est super intéressant. Vous dites, et je pense que vous avez raison, qu'il faut comprendre comment fonctionne la machine, parce que si on ne la comprend pas, même si on n'est pas un expert en langage C ou d'autres, c'est quand même bien de comprendre ce qu'il y a sous le capot. Hein, c'est très important. Il y a une autre question, c'est sur l'apprentissage des langues étrangères. On voit les outils qui se multiplient sur la traduction instantanée. Il y avait même la semaine dernière des chercheurs de QTI, c'est un petit laboratoire français, mais très intéressant, où lorsque vous avez une conversation téléphonique, vous aurez la traduction instantanée, c'est-à-dire tout à fait. Voilà, donc il y a plus. Et puis on a vu aussi, désolé d'en parler, c'était pas le but, mais en même temps, Elon Musk, pour ses enfants, il a créé une école qui s'appelle Ad Astra, d'abord sur le campus de Tesla. Et bon, c'est bien que ça lui arrive de se tromper, parfois très souvent, mais il a dit, ça sert à rien, il a supprimé l'apprentissage des langues étrangères dans cette école. Est-ce que vous trouvez qu'il faut toujours apprendre une langue étrangère ? Regardez, d'abord, il faut regarder, je suis linguiste aussi de formation, comme vous l'avez dit. Apprendre une langue, c'est apprendre une autre manière de penser, apprendre une autre culture, et apprendre une autre manière d'interagir avec les gens. Et c'est ça qui est important. Et donc, vous avez beaucoup d'exemples. Je peux vous donner des exemples, chacun d'entre nous qui a d'autres exemples. Et c'est ça l'importance de l'apprentissage de la langue étrangère. C'est d'arriver à cette agilité culturelle. Or, si vous êtes monolingue, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas, effectivement. Et puis, c'est un autre débat, mais je trouve ça très intéressant. Vous savez, dans cette intelligence artificielle qui se définit un peu partout dans le monde, il y a aussi des initiatives extrêmement intéressantes. On le voit avec les conférences Indaba en Afrique, où les chercheurs africains expliquent que le continent peut s'appuyer sur 2000 langues et que ça peut être aussi une richesse pour une intelligence artificielle à venir qu'ils essayent de développer. Oui, et regardez, il y a aussi des langues qui sont en train de disparaître. Donc, ces outils de l'intelligence artificielle vont nous aider. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée d'être monolingue. Je le vois, je connais beaucoup de gens qui le sont. Et je viens d'un pays aux États-Unis où l'apprentissage des langues commence sur le tard. Ce n'est pas comme ce qui se passe en Europe. Et vous voyez les limitations. C'est pour ça que la première des choses qu'on fait à l'université, c'est de globaliser, d'essayer de dire aux étudiants, allez explorer le monde. Et non, ça c'est... Apprendre une langue étrangère, c'est un outil d'apprentissage des cultures et peut-être aussi... de l'interaction humaine. De l'empathie aussi. Oui, tout à fait. Et aussi de ne pas faire de faux pas. Le nombre de faux pas qui ont été faits par des gens ou bien par des entreprises parce qu'ils ne connaissaient pas l'autre culture, ou bien le nom qu'ils donnent aux voitures, l'interaction personnelle entre disons un japonais, un français, un japonais ou un américain, etc. C'est un monde. C'est un monde qu'il faut... Et il faut avoir une sorte d'humilité pour comprendre ça. Être à l'écoute. Alors, vous nous avez déjà beaucoup répondu à travers différentes réponses en filigrane. Mais juste avant d'ouvrir les questions à la salle avec Perrine, je voulais vous demander ce qu'il faut en tant que père de famille ou oncle, etc. Qu'est-ce qu'il faut enseigner à nos enfants, à votre avis ? Toujours, ce que j'ai essayé de dire, c'est de comprendre les machines. Ça commence tôt, de comprendre comment elles fonctionnent, le produit de ces machines, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que je dis ça parce que ça vient du MIT, mais ça peut être l'apprentissage de Scratch, par exemple. Vous savez, ce langage de programmation qui est ouvert à tous et qui permet justement de ne pas rester inactif devant la machine. On peut faire bouger le petit personnage. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faudrait aussi essayer de travailler avec les élèves de manière, ou les étudiants de manière à ce qu'ils comprennent ce que eux peuvent faire qu'une machine ne peut pas. C'est toujours cette notion d'équilibre. C'est ce que j'ai appelé l'agentique de l'intelligence artificielle et l'agentique humaine.
Et ça, c'est un équilibre qui n'est pas donné, comme on a dit. Donc, ça ne suffit pas, comme Reid Hoffman, de dire que ça va nous aider. Non, parce que ça peut nous aider. Ça va nous aider si on comprend. Non seulement ça, mais il y a par exemple, actuellement, on le sait tous, que, par exemple, Davos et les travaux qui ont été faits là-bas, et c'est pas simplement eux, c'est la Banque mondiale et d'autres, et projettent que 40% des professions vont disparaître ou bien vont être... Et donc, la question de ce point de vue, si ces professions vont disparaître, est-ce qu'on traite ces gens comme victimes ou bien est-ce qu'on les aide à se réinventer? Donc, c'est ça. Ça ne suffit pas de dire que ça va être... tous les métiers vont devoir se réinventer. Oui. Et donc, c'est là où l'université peut être pertinente de nouveau. Parce que l'université est fondée sur deux domaines. Un, aider l'éducation et l'apprentissage. Et deux, de continuer à faire des recherches et donc des découvertes. Or, actuellement, les gens peuvent très bien dire pourquoi je vais à l'université puisque je peux tout avoir à travers l'intelligence artificielle. C'est là où l'intégration de ces domaines n'est pas donnée par l'intelligence artificielle. Le domaine expérientiel n'est pas donné par l'intelligence artificielle. Et puis pour la recherche, il y a actuellement des projets aux États-Unis où on veut, par exemple dans les industries pharmaceutiques, on veut se dispenser, ne pas avoir d'êtres humains, mais que la machine fasse l'hypothèse et que la machine donne les résultats. Mais si on pense à ça c'est clairement quelque chose qui est assez dangereux pour les universités. Donc, quel est le rôle de l'université dans la recherche? Quel est le rôle de l'université dans l'apprentissage? Or, précisément, pour l'apprentissage, c'est clair, cette intégration que les machines ne peuvent pas donner. Et moi, je pense que ce qui est important dans la recherche, c'est précisément d'aller au-delà des disciplines et de faire l'intégration. Et c'est là où les découvertes vont se faire. Ce n'est pas dans un domaine disciplinaire. Merci beaucoup. Peut-être avec Perrine, on va ouvrir des questions de la salle sur ce sujet absolument génial. Y a-t-il des questions dans le public? Je vois une main qui se dresse, monsieur. On vous écoute, monsieur. Merci. Les caractéristiques, de mon point de vue, des 20 dernières années, c'est la vitesse d'exécution. On consomme de plus en plus. C'est le consommérisme. Est-ce que vous pensez que l'IA peut nous aider à faire autre chose? C'est-à-dire à nous occuper de la santé, de la planète, de continuer à se former, même quand on est âgé, etc., etc. Ce qui, à mon avis, serait une bonne chose. Mais on n'est pas parti pour ça dans l'immédiat. Regardez, ça, ce que vous dites est important parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui peut être utilisé d'une manière bénéfique ou maléfique. Donc, c'est à nous de décider comment on va le faire. Je vais vous donner un exemple. Les gens deviennent obsolètes. Or, et donc, on a tous besoin de nous redéfinir. Et à Singapour, chaque citoyen a un compte en banque pour se redéfinir. Or, donc, il ne suffit pas, l'intelligence artificielle en elle-même, cet outil n'est pas un outil de décision. La décision, c'est avec nous. Est-ce qu'il y a un projet de société qui va aider les gens, qui va aider évidemment dans la recherche aussi pour la santé, pour l'écologie, etc. C'est un bon outil. Mais il faut aussi que la décision humaine, qu'il y ait un projet pour pousser de l'avant. Je peux vous donner un autre exemple. L'Angleterre demande à chaque entreprise, pas petite, moyenne et grande entreprise, de mettre un demi-point de des salaires qu'ils donnent pour précisément la réinvention et que les gens se réinventent. Ils ont des problèmes parce que c'est un bon projet, mais ils n'ont pas les universités ne sont pas en train de travailler avec ces entreprises pour le faire. Donc, pour revenir à ce que vous dites, oui, c'est un bon outil, mais c'est nous, en tant que... Est-ce qu'il y a un projet de société derrière?
Merci beaucoup. Une autre question, ouais. Monsieur, je crois. Enfin, vas-y, Perrine. J'ai vu une main qui se levait tout à l'heure là-haut, en début de séance. Y a-t-il des questions? Oui, Allez-y, monsieur, on vous écoute. Par ici. Je peux prendre la parole? Allez-y. Oui, bonjour. Oui, je voudrais parler du sujet vous en avez touché deux mots, du numérique. Depuis 15-20 ans, on pousse les jeunes, évidemment, à entrer dans le numérique et à développer du code. Aujourd'hui, si je suis un peu provocateur, je vous pose la question, est-ce que vous leur conseillez de poursuivre dans cette voie en intégrant l'intelligence artificielle comme outil d'aide, ou bien est-ce que vous leur conseillez peut-être aussi d'essayer de trouver d'autres voies, parce qu'il ne va pas y en avoir pour tout le monde? Bon, c'est un peu provocateur, mais je pense que c'est important. Vous avez parfaitement raison. Et on a une sorte d'expérimentation qui a été faite. Il y a quelques années, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de compagnies qui se sont fondées et elles donnaient ces compagnies enseignaient le codage uniquement. Et puis, les étudiants se sont engoués pour ça parce qu'ils commençaient avec un gros salaire dans les entreprises. 2-3 années plus tard, l'entreprise a décidé de ne plus avoir ces étudiants, de ne plus les recruter, parce qu'ils pouvaient coder, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Donc, ils pensent, c'est un investissement dans l'humain. Donc, pour revenir à votre point, le codage est presque obsolète de nos jours. La machine peut le faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut comprendre la machine et comment elle fonctionne, le produit de ces machines, et se concentrer sur l'esprit humain. Parce que, et sur ce que nous pouvons faire que la machine ne peut pas. Donc, le codage devient obsolète de nos jours. Moi, je ne conseillerais pas à mes enfants ou petits-enfants de le faire. Plutôt, c'est l'approche Humanix. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci, Joseph Aoui. Il nous reste une poignée de secondes pour prendre une dernière question dans la salle. Monsieur, on vous écoute. Je vais faire rapide. Merci beaucoup pour vos éclairages et puis votre vision pour la... J'aurais une question. Je comprends bien votre positionnement en tant que président d'université. Est-ce que ça veut dire que dans 25 ans, la moyenne d'âge de vos étudiants sera plutôt de 50 ans que de 20 ans? Regardez, ce que vous dites est très, très pertinent, parce que déjà, comme on s'est lancé dans ces deux domaines, c'est enseigner les jeunes de 18 à 22 ans pour une licence, etc., et après réfléchir à la réinvention et travailler sur ça, déjà on voit que c'est là où ça se passe, c'est là où l'essor se fait, et la croissance, tout à fait. Et pour toutes les sociétés qui sont européennes ou dans les économies avancées, ça va être pareil. Merci pour cette synthèse. Eh bien, il nous reste encore un petit peu de temps pour une dernière question. On a une main qui se lève. Ah, monsieur, au deuxième rang. Est-ce qu'une des façons d'échapper à l'intelligence artificielle n'est-elle pas d'enseigner très tôt dans les écoles l'esprit critique? Oui, regardez, l'esprit critique, c'est pas quelque chose qui est abstrait. L'esprit critique sur quoi? Par exemple, on a un outil très fort et très puissant qui est l'intelligence artificielle. C'est un domaine de réflexion. L'esprit critique, c'est comment réfléchir sur cet outil et l'implication de cet outil. Et il faut le faire très tôt. Donc, plutôt que d'échapper, il faudrait réfléchir et comment, si vous voulez, maîtriser un peu la situation. Pour maîtriser la situation, il faut la comprendre et comprendre ce que nous pouvons faire. C'est ça l'esprit critique. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joseph Aoun, pour cet éclairage passionnant. Merci à vous pour vos questions. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Paris Saclay Summit. À tout de suite.